Audio Jungle. Le travailleur acharné surmontera toujours le talent naturel. Citation de Sir Alex Ferguson, 13 fois champion d'Angleterre. Les majeurs, nous nous intéressons à la belle aventure des Gunners qui passeront Noël au chaud. Le Bayern Munich, le Napoli et le Paris Saint-Germain contrôlent leurs ligues respectives. 6 jours, puis une autre compétition, sinon la plus grande, le Mondial Qatar 2022 de football. Nous visitons la liste des grands absents. Oui, les grands absents à ce rendez-vous. La France peut-elle encore garder son trophée? Quelle sélection européenne est mieux armée pour être sacrée championne du monde? Vous nous rejoignez dans l'émission à travers les canaux 92 03 60 31 97 24 26 26 Plateau Foot Europe numéro 765 mise en onde par Sa Majesté Pélagie Mekoum, et l'homme devant lui comme toujours s'occupe de la vidéo de ce nouveau numéro. Merci, bonjour sportifs à toutes et à tous. L'aventure peut démarrer. Les micros sont ouverts. Oui, bonjour Franck. Angelo, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. C'est toujours un plaisir de nous retrouver, et voilà quoi, comme tous les lundis. Vous vous sentez bien ce matin? Ben ça va, pas de problème. Ça va, oui. Beaucoup de courage à vous. Oui. Mon cher Della, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. Ça va bien? Je vais très bien. Vous pétez la forme? Ouais. Ah oui. Tranquillement. Comme qui? Comme Cristiano Ronaldo. Peut-être lui qui a vidé son sac il y a quelques heures. On va en venir tout à l'heure pour parler exactement de sa sortie du côté de l'Angleterre, et on va prendre la direction du pays du Spice Boy, David Beckham. Première Ligue Express News. Nous avions parlé tout à l'heure du Spice Boy, David Beckham. C'est une ancienne légende de Manchester United, des périodes Sir Alex Ferguson. On reste justement dans la ville mancunienne pour parler de United qui a gagné 2-1 face à Fulham. Et nous parlons de ce jeune joueur, Alejandro Garnacho, né en Espagne, argentin d'origine. Et il dit être fan de Cristiano Ronaldo. Et de l'autre côté, il côtoie Lionel Messi en sélection. Oui, c'est un jeune de 20 ans. Sur les 3 derniers matchs, il permet à United d'avoir de bons résultats. C'est un joueur très jeune qui va très vite, qui a eu une course de vitesse assez intéressante. Vous allez le remarquer hier sur ce but victorieux, oui. Qui donne les 3 points à Manchester United. Sur la passe d'Eriksen. Il était, on va dire, au départ et à la conclusion. Donc c'est un joueur intéressant. Oui. On ne dirait pas qu'il a 18 ans. Voilà. Il va très vite. Mais moi, c'est une découverte pour moi. Ah ouais. Ben, je ne sais pas où Ten Hag est allé le trouver. Il a été formé à l'Atlético de Madrid. Voilà, donc on va dire tout simplement que dans un match comme ça, oui. Il faut des joueurs comme ça qui vont aussi vite pour surprendre la défense adverse. Et il a fait le boulot. Et c'est intéressant pour Manchester United. On rappelle qu'il a, 18 ans, vous l'avez dit, il a déjà intégré les U20 de l'Albi Céleste. Sa mère est argentine, il est né en Espagne, il peut choisir en même temps et soit la Furia Roja ou l'Albi Céleste. C'est un jeune sur qui il faut miser dans les années à venir, ou bien on se précipite un peu trop sur la précocité de ce joueur. Pour moi, le travail sur le terrain va lui donner raison. C'est vrai que c'est un petit 18 ans aujourd'hui qui a encore la possibilité, une très grande marge de progression. Il va falloir travailler beaucoup plus sur le terrain, aux entraînements. Il est au bon endroit? Il est, en tout cas pour le moment, il est au bon endroit avec Erik Ten Hag. Oui. Quand on connaît le technicien néerlandais. Il a formé beaucoup de jeunes joueurs. Il a formé beaucoup de jeunes joueurs qui donnent la chance à beaucoup de jeunes joueurs. On se rappelle encore lors de son passage au niveau de l'Ajax à Amsterdam. Oui. Et donc actuellement, pour moi, il est à la place qu'il faut. C'est vrai que les circonstances de cette équipe-là permettent aujourd'hui qu'il est en train de grappiller des temps de jeu. Nous savons très bien que Manchester... C'est ça son atout, c'est ça l'avantage qu'il a. C'est ça aussi son avantage qu'il a aujourd'hui. Devant, il y a Rashford, devant, il y a Anthony Martial. Jadon Sancho également qui est là. Mais ce ne sont pas vraiment des joueurs qui sont des titulaires indiscutables sous Erik
Ten Hag. Et donc, quand il a le peu de temps, il se montre et pour moi, c'est tout bénef pour lui. Alejandro Garnacho, on rappelle déjà un premier but en Première Ligue. Il avait même déjà marqué contre la Real Sociedad en Ligue Europa. 2 passes décisives pour le jeune Argentin. Et il n'a pas été appelé pour le prochain mondial, sûrement mondial 2026, pourquoi pas. On rappelle qu'il est fan de CR7 et il côtoie Lionel Messi en sélection. Allez comprendre quelque chose. On parle toujours de la Première Ligue et là on s'intéresse à la défaite de Manchester City qui a été battu à domicile par Brentford, 2-1. Deuxième défaite de la saison des Citizens. Comment vous expliquez ce revers face à Brentford? Non, il n'y a pas possibilité pour qu'on puisse voir cette défaite-là de loin. Et si on prend la saison que fait City avec Pep Guardiola, c'est une équipe qui joue son va-tout, c'est une équipe qui est toujours solide, prête à aller chercher la victoire à chaque match. Mais la dernière fois, c'était beaucoup plus compliqué face à Southampton, si je ne me trompe Brentford. pas. Face à Brentford, pardon, et de Tony qui a été double buteur la dernière fois. C'est vrai, City n'a pas forcément... Les joueurs avaient la tête au mondial déjà? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Il y avait des actions sur lesquelles on peut voir, entre autres, Phil Foden qui par le passé était beaucoup plus... Au moins, lui, il a marqué un superbe but. Il a marqué... En tout cas, le but réducteur. Le but réducteur, quand même, mais à la fin, c'est le résultat qui est le plus important. D'accord. Et City a encore perdu une deuxième défaite en 16 matchs. En 16 matchs, voilà. La première défaite, c'était face à Liverpool lors de la 11e journée. 2-1. Et donc... 1-0. C'était 1-0. Un petit but. Un but de Mohamed Salah. D'accord, voilà qui est dit. Et cette équipe de Brentford, on pourra dire, c'est vrai qu'elle est 10e au classement, mais mine de rien, elle fait du mal aux gros. C'est un coupeur de tête, vous l'avez dit, pour les gros. La dernière fois, je pense que City a aligné, on va dire, les joueurs qui sont souvent titulaires. Oui, quand tout on à prend fait. De Bruyne, quand on prend Haaland, quand on prend Silva, Foden et tous les autres, les Gundogan, tout le monde était là. Je pense que c'était un 1-11 titulaire dont beaucoup ont été sélectionnés pour la Coupe du Monde à venir. Donc, c'était vous leur trouvez un bémol. C'est un résultat, on va dire, surprenant, il faut le dire, parce qu'à domicile aussi, encore. Et Brentford est venu surprendre cette équipe en contre. Vous allez voir, la possession, c'est 65 contre 35. Voilà. Donc, il n'y a rien à dire. La domination était nette. Il y avait 9 corners pour City et puis 2 seulement pour Brentford. Mais cette équipe a su jouer sur, on va dire, une discipline tactique avec des contres rapides. Vous remarquerez que sur le deuxième but, ça a été le cas avec Tony qui était là au bon moment pour pousser le ballon au fond des filets. Donc, ça a été une surprise. Mais lorsque vous regardez l'ensemble du match, il y avait cette discipline du côté de Brentford. Ils sont venus chercher quelque chose. Même s'ils partaient de là avec un match nul, ce ne serait pas une catastrophe. N'est-ce pas? Qui plus est, ils ont réussi à gagner. Donc, c'est une véritable performance pour cette équipe. Et malheureusement pour Tony, il n'est pas dans la liste de Southgate. Southgate, vous le dites si bien. Ça fait du bien également, cette victoire à Brentford qui restait sur 4 matchs sans victoire, dont 3 matchs nuls et une défaite. Et Brentford adore les clubs de Manchester, puisque United, en déplacement, en avait pris 4. Donc, vous comprenez quelque chose. Chelsea, rien ne va pour Graham Potter. Daily Mail même a tweeté en disant que Graham Potter aurait perdu sa baguette magique. Qu'est-ce qu'il se passe avec Graham Potter? Ça fait quoi? Le 5e revers de la saison pour Chelsea. Et là, c'est Newcastle qui passe en gagnant 1-0. On le disait la dernière fois ici que Newcastle est à sa place et il va falloir faire attention au St. James Park pour Chelsea. Mais Chelsea inquiète là. Chelsea inquiète, c'est vrai, mais je crois aussi également que cette pause due à la Coupe du Monde fera du bien à cette équipe. Vous voulez notre statistique? Khalidou Koulibaly. Vous n'avez pas répondu à ma question. 17 buts marqués, 17 buts encaissés. C'est vrai que cette équipe encaisse beaucoup trop. C'est vrai. Maintenant, Chelsea n'a pas bien démarré la saison. Où est passée la magie de Potter alors? Qu'est-ce qui se passe avec lui? La magie de Potter, est-ce que je peux dire
qu'il n'a pas encore allumé. Attendrons de voir. Parce qu'il est venu en cours de saison. Mais quand il est arrivé, tout marchait bien. Tout marchait 4 bien. victoires en 5 matchs. Parce qu'il y avait eu cet ego-là. Tous ces joueurs ont voulu montrer tout de suite au nouvel entraîneur qu'ils peuvent compter sur lui. Maintenant, aujourd'hui, rien ne va. Et même pour Pierre-Emerick Aubameyang. Donc, vous voulez dire que Potter a été fourbé par ses propres joueurs. Un tout petit peu. C'est assez incroyable. Alors, on parle de ce Newcastle, 8e victoire de la saison. Une seule défaite au compteur après 16 journées. Les nouveaux riches, je pense que pour le moment, ils sont en train d'évoluer, de prendre du galon dans ce championnat. Ils sont en train, finalement, on va dire, de répondre à l'ambition de cette équipe. On a l'impression qu'il y a un bon état d'esprit également. Un état d'esprit avec des joueurs qui sont arrivés, qui ont de la valeur. Quand on prend Guimarães, qui est un ancien de l'Olympique Lyonnais. Almiron, Joe Willock, John Joe Shelby. Voilà. Donc la dernière fois, ce but assez extraordinaire qui n'a pas laissé le temps à Mendy de pouvoir réagir. Donc, je pense que c'est un groupe qui prend conscience par rapport aux investissements et par rapport aux ambitions de ce club. Pour le moment, ça va bien pour les Magpies qui essaient de tenir tête au club dans ce championnat et qui ont envie de répondre forcément à cet objectif d'être au pire dans le top 5 de cette saison. Pour le moment, ça marche bien. J'espère que ça va pouvoir continuer pour eux. C'est vrai. Nous sommes qu'à la 16e journée de Première Ligue. Presque bientôt à la moitié. Mais bon, le championnat va s'arrêter justement depuis ce dimanche. Et on reviendra pour vous donner la date retour. Et Tottenham qui s'amuse. Ah non, ça n'a pas été aisé, c'est vrai. 4-3 devant Leeds avec un Kane, toujours buteur, 195e but en Première Ligue. Il est à 13 unités du deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, Wayne Rooney, qui en a inscrit 208. Et puis 260 pour Alan Shearer, qui reste toujours le numéro 1 dans cette catégorie. On rappelle également que Aston Villa a battu Brighton en déplacement 2-1 grâce à Danny Ings. Et puis Arsenal qui gagne 2-0 voilà, face à Wolverhampton, mine de rien. Les Gunners ont toujours leur fusil d'épaule et ça va bien. Naturellement, cette équipe termine bien en tout cas cette première phase de championnat. Ils l'ont bien démarré. Ils ont connu qu'une seule défaite jusqu'à l'heure. C'est extraordinaire. C'est bon, c'est l'année du titre enfin. En tout cas, attendons de voir surtout après la Coupe du Monde. Vous restez prudent. Moi, je reste toujours prudent. On connaît bien. Mais là, ils ont 5 points d'avance. Ils ont 5 points d'avance, ce qui veut dire que ça veut dire tout simplement que ça fait 2 matchs. Si je prends juste comme ça que City va battre Arsenal au match retour, ce qui veut dire qu'il reste 3 points et Arsenal est quand même capable de pouvoir laisser ces 3 points-là quelque part. D'accord. Et donc, pour moi, c'était beaucoup plus important de terminer premier avant la Coupe du Monde et ils ont su bien le faire avec Martin Odegaard, le leader technique de cette formation-là qui a été double buteur. Vous le voyez maintenant en progression depuis son départ du Real Madrid? Depuis son départ du Real Madrid, il va mieux, il va beaucoup mieux même parce que quand il était du côté de la Casablanca, on lui a promis monts et merveilles. On lui a promis quand même des choses, mais devant, il y avait des joueurs qui étaient des indéboulonnables. Il n'y avait pas de la place pour lui. Il n'y avait pas de la place pour lui. C'est vrai qu'il a toujours eu cette qualité-là, sa patte gauche, pour pouvoir impacter le jeu. Aujourd'hui, du côté d'Arsenal, il plane tout simplement. Et Michael Arteta et puis sa troupe, ils ont bien fait de pouvoir gagner la dernière fois pour maintenir le cap. En tout cas pour cette saison. Oui, Arteta, le général, Odegaard, le lieutenant. Oui, allez-y. C'était important pour eux de pouvoir corser l'addition. N'est-ce pas? De laisser City à 5 points en attendant le retour du championnat parce que rien n'est encore sûr. On a vu des clubs qui avaient 9 points de plus que... et après c'est fondu. Comme je ne sais quoi. Donc, la glace au Sahara. Voilà, c'était important pour Arsenal de gagner, surtout face au dernier Wolverhampton, à des difficultés et à des problèmes. Vous connaissez la particularité de Wolverhampton? Non. C'est la sélection portugaise bizarre. Oui. Donc peut-être Cristiano pourra rejoindre les Wolves d'ici janvier. Pourquoi pas, mais je doute. Il n'aimerait jamais jouer dans un club qui joue les derniers rôles. Donc c'était depuis Espirito Santos qui dirigeait cette équipe il y a quelques saisons. Donc c'était facile en
quelque sorte pour Arsenal et Odegaard de prendre le devant dans cette confrontation. Donc 2-0 à l'arrivée, ce n'était pas aussi surprenant, mais ce qui est important pour Mikel Arteta et ses hommes, c'est de pouvoir prendre beaucoup plus de points et d'aller sur ces 5 points de plus que City en attendant le retour en championnat, je pense, au mois de février. En mois de décembre, le 26, très bientôt. On rappelle que la seule défaite pour le moment d'Arsenal remonte au 4 septembre 2022. C'était le passage de Manchester United qui avait gagné face aux Gunners 3-1. Et au classement, on retrouve Arsenal 37 points, 32 pour City, 3e en année, Newcastle 38 unités, 29 unités pour Tottenham 4e. Et puis Manchester United boucle le top 5 avec 26 points. Liverpool est 6e, 22 points. 8e, Chelsea Football Club avec 21 points au bas du tableau. On retrouve Nottingham Forest, Southampton et puis Wolverhampton avec 13, 12 et 10 points. Classement des meilleurs buteurs, Erling Braut Haaland, 18 réalisations, 12 pour le Prince Harry Kane, attendu pour ce mondial. Tony n'y sera pas, tout comme Haaland, on va en parler tout à l'heure dans le courant de cette émission. Le retour de la Première Ligue, messieurs, le 26 décembre 2022, ce sera pour le compte du 17e chapitre. Nous sommes dans Plateau Foot Europe et nous mettons les voiles sur la nation du Der Bomber Gerd Müller. Total Bundesliga. Nous sommes en Allemagne. On va avoir des nouvelles, si vous le permettez, de Chupandowski. Il va bien? Il va bien. Chupandowski. Il a encore marqué. Il a encore marqué. C'est incroyable. Dans cette victoire du Bayern 2-0. Il a marqué son 13e but, on va dire, depuis octobre. C'est un Camerounais qui est sur les nuages. Il est sur les nuages. Rien à dire. On a envie de dire que le départ de Lewandowski lui a permis de s'afficher. Absolument. Donc il prend ses responsabilités. Il a encore marqué l'un des 2 buts du Bayern face à Schalke 04 la dernière fois lors de la 15e journée. Donc Choupo-Moting va bien et Nagelsmann lui fait confiance. Et voilà, peut-être qu'en Coupe du Monde, on verra l'international camerounais. Comment vous expliquez la forme de Chupandowski? C'est le travail, tout simplement, le travail et puis le mental, parce qu'on sait très bien. Est-ce que c'est pas le mondial qui le motive autrement? En tout cas, ça peut être un élément motivateur. D'accord. Parce que Choupo-Moting, on connaît très bien le joueur depuis Schalke 04. Ce n'est pas un joueur de classe mondiale quand même. Ce n'est pas un joueur qui est considéré comme bling-bling. Oui. Mais sur le terrain... vous pensez ceux qui connaissent le joueur vous diront qu'il passe son temps à bien s'habiller. Oui, il aime le show. Il aime le show. Mais il porte des habits très coûteux avec des bijoux, pas possible. Mais sur le terrain, ce n'est pas forcément un joueur qui est à fière allure. C'est tout simplement ce que j'aimerais dire. Je ne veux pas parler de son côté extra-sportif. D'accord, allez-y. Donc, sur le terrain, ce n'est pas un attaquant qui est prêt à vous mettre 20 buts sur une saison. Mais en tout cas, depuis que Lewandowski est parti, et depuis octobre surtout, il est sur un nuage, comme Franck l'a dit tout à l'heure. Il sent une concurrence, il est obligé de donner le mieux de lui-même. Il a obligation de le faire aujourd'hui. S'il ne le fait pas, il aura ses yeux pour pleurer lui-même. Voilà qui est dit. À part il faut dire qu'il y a Jamal Musiala, il y a Mané qui est arrivé, il y a Leroy Sané. Tous ces joueurs sont des joueurs offensifs. Thomas Müller. Sans oublier Gnabry et puis Müller. Donc, il y a Baptiste également. Voilà, c'est un très bon joueur. Il faut qu'il se crée, on va dire, une zone de confort. Intéressant. Pour créer cette zone de confort, il faudra qu'il soit, j'allais dire, efficace. Et qu'il marque beaucoup de buts. Pour le moment, ça lui réussit. Et voilà, il fait partie toujours depuis un moment du 11 titulaire de Nagelsmann. Ça fait du bien de remplacer Lewandowski. Voilà. Et à part le Bayern Union Berlin, on dit la dernière fois que cette équipe est en train de s'essouffler un tout petit peu. Après avoir été leader du championnat sur quelques semaines, l'équipe a encore perdu face à Fribourg ce week-end, 4-1. Et voilà, Union Berlin qui est en train de perdre du chemin. Autre résultat, on a Mönchengladbach qui a dominé Borussia Dortmund 4-2. Et Marcus Thuram a marqué. D'ailleurs, il a été appelé en équipe de France
comme le 26e joueur. Il semble qu'il peut être dans toutes les animations offensives de l'équipe de France. On verra bien. Werder Brême a été dominé à domicile par Leipzig, 1-2. Oui. Cette fois-ci, Christopher Nkunku n'a pas marqué, mais il reste le meilleur buteur. On verra ça tout de suite. Oui. Le Bayer Leverkusen a dominé encore une deuxième victoire de rang pour Xabi Alonso. Oui. 2-0 face à Stuttgart et ça va forcément faire du bien par rapport à ce repos qui arrive. Augsbourg dominé à domicile par Bochum. Voilà, c'est la 4e victoire de la saison pour le club qui était entre-temps dernier. Hertha Berlin 2, Cologne 0. Offenheim a encore perdu face à Wolfsburg. 1-2. Ils perdent du terrain vraiment. Et le dernier résultat de cette 15e journée, c'est Mayence et Francfort qui se séparent sur un score d'1-partout et ça fait 26 buts marqués pour le compte de cette 15e journée. Et les meilleurs buteurs, on les connaît. Christopher Nkunku, 12 réalisations. Marcus Thuram, 10 buts. Ah oui, 10 buts la aussi. French Connection là. Voilà, 10 buts également pour Niklas Füllkrug. Ah oui. Et, appelé également en Allemagne. En Allemagne pour la sélection. Et à la 4e position, Jamal Musiala, 9 buts. Lui également, appelé par la Nationalmannschaft. Et enfin, on a pour le top 5, Griffo, qui est à 9 réalisations, lui aussi. Et lorsqu'on jette un coup d'œil sur le classement après cette 15e journée, on retrouve le Bayern de Munich en tête avec 34 points. On rappelle que ce n'est pas encore la moitié du championnat. Ce n'est pas encore, il reste encore deux journées pour faire la moitié. Voilà. On ne peut pas parler pour le moment de champion à mi-parcours. Donc, mais le Bayern est en tête, 34 points. Oui. Deuxième Fribourg, 4 points de retard, 30. Troisième Leipzig qui essaie de remonter. On se souvient que ce club a été même 8e au début de saison. Donc troisième désormais avec 28 points. Quatrième Francfort, 27 points aussi pour Union Berlin qui perd du terrain. 5e et Borussia Dortmund se retrouve qu'à la 6e position avec 25 points. Là, quand on descend à la 11e position, on retrouve Offenheim d'Ilas Bebou, 18 points. Cette équipe perd vraiment du terrain. Il va falloir se ressaisir absolument. Vraiment, dès le retour de la compétition au bas du tableau, on a Augsbourg 14e, 15 points, 15e Hertha Berlin, 14 points, 16e Stuttgart, 14 points aussi, 17e Bochum, 13 points et Schalke qui se retrouve à la 18e et dernière position avec 9 petits points. Et la particularité en tout cas dans cette Bundesliga, c'est que les 4 meilleurs buteurs seront du côté de l'Allemagne, donc plutôt de la Coupe du Monde. C'est assez intéressant. Dankeschön, Herr Nunyama. Et à présent, allons chez Il Capitano Francesco Totti. Benvenuto Calcio Italia. Nous parlons de Francesco Totti, on parle de son club, la Roma, de José Mourinho. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec les Giallorossi? Les Giallorossi hier ont concédé un match nul, 1 but partout. Et un mauvais résultat? Un mauvais résultat, naturellement, pour José Mourinho surtout. C'était face déjà la Roma a joué hier face à Torino. L'autre club de Turin. L'autre club de Turin. Et tenez-vous bien, qui a encore vu rouge dans cette rencontre-là. José Mourinho. C'est José Mourinho. Incroyable. Et pourtant, il n'est pas joueur. Et il a déjà reçu 2 cartons rouges cette saison. Oh là là. C'est compliqué pour le Portugais. Sûrement qu'il conteste encore des choses à l'arbitrage. Naturellement. On connaît très bien le comportement José Mourinho. Du Special One. Entre-temps, il a dit qu'il s'agit beaucoup plus. Apparemment, chasser le naturel. Il revient au galop. Ah, oui. En tout cas, pour cette 15e journée, tout a commencé vendredi. D'accord. Avec la réception de Cremonese par Empoli et Empoli a fait le job à la maison à battre Cremonese 2-0. D'accord. Alors déjà assuré de terminer premier avant la Coupe du Monde, le Napoli s'est offert une victoire de prestige face à qui déjà face à l'Udinese 3-2 dans une rencontre à rebondissement. On a vu le Napoli, après avoir dominé avant la mi-temps 2-0 au retour des vestiaires, elle m'a corsé l'addition pour 3-0, mais ils se sont relâchés un tout petit peu et à la fin 2 buts court sur coup. Et derrière c'est vrai qu'ils ont eu un tout petit peu chaud, mais à la fin la victoire 3-2, c'est très important avec une
nouvelle réalisation du Nigérien. C'est ce que j'entendais. Victor Osimhen. Victor Osimhen qui porte son compteur but à 9 réalisations. Intéressant pour l'international nigérian. Pour l'international nigérien. Voilà. Oui. Alors, comme autre résultat, nous avons... L'Inter Milan. L'Inter Milan également a battu l'Atalanta Bergame 3-2. Exactement. On a aussi comme résultat précieuse victoire du Milan AC 2-1 face à la Fiorentina. Oui. La Lazio de Rome. Oui. Hier, face à la Juventus, a mordu la poussière. Oh là là. 3-0. Elle a coulé là. Elle a coulé tout simplement. La vieille dame a toujours de bonnes recettes. Hein. La vieille dame, on dirait surtout avec le retour de Federico Chiesa. On voit que l'équipe revient bien, en tout cas avec Manuel Locatelli. L'espoir renaît. L'espoir renaît tout petit peu parce que depuis le début de la saison, on n'a pas vu la Juventus de Turin enchaîner de belles performances comme cela. Et aujourd'hui, la vieille dame se retrouve à la 3e position. Oui. Quand on sait quelle remontée. Grâce à un Moïse Kean aussi. Hein. Grâce à un Moïse intéressant. Kean. Également hier qui a été double buteur. Double buteur, voilà. C'est ce qui veut dire. Est-ce qu'on va dire que la vieille dame est déjà de retour? Attendons de voir. Mais il y a de bons signes. Hein. Il y a de bons signes quand même. Absolument. Alors, au classement, rapidement, vous avez le Napoli qui finit avec 41 points. Oui. À 8 longueurs, on retrouve le Milan AC avec 33 au compteur. La Juventus de Turin à 31 points. Oui. Et puis la Lazio Rome, 30. L'Inter Milan a également 30 points. L'Atalanta Bergame qui a concédé sa 3e défaite de rang. C'est beaucoup là. Est recalé à la 6e position avec 27 points. L'AS Rome de José Mourinho est 7e avec 27 unités également. Au bas de classement, on a Cremonese qui est 18e avec 7 petits points. Et puis 19e et 20e respectivement, la Sampdoria et le Hellas Vérone. Alors, quelques statistiques, allez-y, si vous voulez, bien avant. Au total, 384 buts ont été marqués pour cette première partie de saison. Nous rappelons que là aussi, c'est pas vraiment la moitié du championnat. C'est un peu comme en Allemagne, un peu partout. C'est pratiquement. Un peu partout. Un peu partout. Donc 55 sur coup de tête et puis 27 pénalty. La meilleure attaque est naturellement le Napoli avec 37 buts marqués. Et suivi de l'Inter avec 34 et du Milan, c'est avec 29 buts marqués. La pire défense a pour nom le Hellas Vérone qui a encaissé 29 buts, 27 pour la Samp, Cremonese et puis la Samp, comme je le disais, a encaissé 26, et puis l'Inter Milan qui ne va pas bien, en tout cas du côté de la ligne défensive, 22 buts encaissés. En tout cas, ça ne sert pas déjà bon. en 15 matchs. Hein. En 15 matchs. C'est trop. On a en tout, au terme des cartons jaunes, la Sampdoria de Gênes a écopé 46 cartons jaunes, 44 pour le Hellas Vérone et 42 pour le club Bergamas, à savoir l'Atalanta. La Juventus de Turin est l'équipe qui a connu le plus de cartons rouges avec 4. La Rome, avec José Mourinho seul, à 2. Le meilleur buteur, c'est Victor Osimhen avec 9 réalisations, je le disais. Marko Arnautovic, après 6 journées sans marquer, a marqué ce week-end et puis qui porte son compteur but à 8. Lautaro Martinez a également 7 buts. Et un autre Africain, c'est quand même le Sénégalais Boulaye Dia, avec Salernitana qui a 6 réalisations. Et tenez-vous bien, Salernitana, c'est la première fois qu'un joueur marque 6 buts après 15 journées. Et la première fois que quelqu'un a fait cela, c'était Vaillot en 1998-99. Ce qui veut dire que c'est vieux. Alors, au classement des passeurs, vous avez Milinkovic-Savic avec la Lazio de Rome qui a 7 passes délivrées, Gérard Deulofeu 6 et puis Philippe Kostic à 5. Et la nouveauté, vous terminez là-dessus avec ça, du côté de l'Italie, c'est quand même le Zambien, Lamek Banda, qui est devenu depuis samedi le premier Zambien à marquer en Série A. Je crois que l'ailier de 21 ans n'est pas quand même prêt à oublier ce samedi 11 novembre 2022. Rappelez-nous le nom et prénom là. Lamek Banda. Lamek Banda. Oui, c'est un Zambien. Ça fait du bien. Au même moment, au-delà du Zambien, il y a 2 Nigérians, notamment Victor Osimhen et puis Lookman. Hein. Les Ademola. 2 qui font du bien à cette Serie A italienne. Même si, au niveau des capos canonieri, c'est
très très serré. 9, 8, 7, en tout cas pour le nombre de buts marqués par Osimhen, Arnautovic et puis Lookman justement de l'Atalanta Bergame. Sauf que le Nigeria ne serait pas au mondial. C'est un peu ça. Grazie mille, Delanov. Et l'on poursuit notre aventure dans l'émission Plateau Foot Europe, cap sur Boulogne-sur-Mer chez Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or 91. Info Ligue 1. 30 buts ont été inscrits au niveau de la Ligue 1 avec la 15e levée disputée. Les matchs, les résultats suivants. Rennes bat Toulouse 2-1. Même score pour Lens aux dépens de Clermont Foot. 2-2 entre Nantes et Ajaccio. Brest prend le dessus sur 2-1. Lille s'offre le scalp d'Angers 1-0. Un but partout entre Strasbourgeois et Lorientais. Des buteurs africains à ce niveau, Habib Diallo et puis Mofi de l'autre côté. On a un intéressant Monaco-Marseille remporté par les Phocéens 3-2 Franck. Là aussi, Alexis Sanchez, mine de rien, même si l'Olympique de Marseille est éliminé de toutes compétitions européennes, le Chilien fait du bien à l'équipe de Marseille. Il a fait trop de bien. Il ne fallait pas perdre ce match pour rester très proche du podium. Parce que Marseille, souvenez-vous, entre-temps, a fait des résultats, des contre-performances, j'allais dire, dangereuses en Ligue 1. Oui. Cette équipe qui était deuxième, entre-temps, est désormais quatrième. Ouais. Donc, il fallait gagner ce match-là avant de partir en Coupe du Monde. Et Alexis Sanchez l'a si bien fait, en marquant d'abord. Et puis, beau but, hein. Voilà, un très, très beau but. Ouais. Après, Jordan Verretou et puis Kolasinac. De l'autre côté, on a vu Ben Yedder qui ne sera pas en Coupe du Monde et puis Kevin Volland, l'Allemand. Donc, c'est un très beau match. Ça a été joué sur les derniers instants, dans les arrêts. Malheureusement pour Amin Harit, il se blesse et il risque de faire une croix sur la Coupe du Monde. C'est dommage pour ce jeune joueur très technique qui a de la volonté, qui porte souvent Marseille aussi. Mais malheureusement, sur ce dernier match, peut-être qu'il va oublier la Coupe du Monde. Jouait-il en ayant peur de se blesser? On ne sait pas, puisque Christophe Galtier avait dit que lui, il donnera du message à ses joueurs de jouer à fond. Ils l'ont fait face au Paris Saint-Germain qui a gagné 5-0. Bon, il n'y a pas photo à ce niveau. Parlons de Rennes et de Lens, deux équipes en tout cas qui sont en forme derrière le Paris Saint-Germain. Ça aussi, c'est un vent de fraîcheur dans la Ligue 1. Naturellement, on sait très bien que par le passé, quand on veut parler de la Ligue 1, on évoque le PSG, l'Olympique de Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux. Voilà. Mais actuellement, on voit qu'il y a une nouvelle vague d'équipes qui renaissent, qui renaît naturellement. Rennes et puis le RC Lens. En tout cas, ce sont deux équipes qui, depuis le début de la saison, font de belles performances et le week-end aussi, ils ont encore prouvé cela. Exactement. Donc, c'est vrai que le RC Lens actuellement est deuxième derrière le PSG. Qui pouvait l'imaginer? On pensait que l'Olympique de Marseille allait maintenir le cap du début de saison, mais on a vu que le groupe de Igor Tudor est un tout petit peu soufflé à un moment donné, mais les 100 et or ont continué par faire le boulot avec l'Ivoirien Seko Fofana et Wesley Saïd, Sotoka et tous les autres. En tout cas, c'est bien pour ces deux équipes-là qui, par le passé, n'étaient pas forcément les figures de proue de la Ligue 1. Mais avec du travail, avec du courage et l'abnégation, on voit que ces équipes renaissent vraiment bien. C'est bien pour la Ligue 1. Ça fait du bien. Moi, je pense qu'on a vu la même chose la saison dernière. Mais sur, on va dire, les derniers instants de la compétition, ces clubs n'arrivent plus à suivre le rythme. Quand on prend par exemple Rennes, qui a 17 matchs, sur 17 matchs n'a plus perdu. Le dernier, ou bien le dernier revers, c'était en août. Donc, je pense que c'est bien pour les hommes de Francaise et de Bruno Genesio qui font de très bonnes choses en championnat. Même Lorient qui malheureusement reste sur les 5 derniers matchs sans victoire.
Donc, on va dire tout simplement que oui, on souhaite à ces clubs de garder le même rythme, le même dynamisme. Sinon, à l'arrivée, on ne les voit pas dans le top 3, on ne les voit pas dans le top 5. Donc, il va falloir vraiment capitaliser sur ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Et dire que côté français, en tout cas, ce sont le premier et le deuxième, ou le second, qui sont qualifiés directement pour la Ligue des Champions. Et donc, il faut batailler dur, très, très dur, pour décrocher le second ticket après celui du Paris Saint-Germain. Et à l'heure où nous parlons, le classement, il est là. Le Paris Saint-Germain, en tout cas, ses joueurs pourront rapidement aller du côté de la Coupe du Monde sans gêne. 41 points dans la musette du club francilien, 36 pour le RC Lens, 31 points pour Rennes, 3e. Marseille est 4e, 30 points. 5e, Lorient, 28 points. On retrouve Lille à la 7e position, Lyon 8e, et puis Nice 9e, respectivement 26, 21 et puis 20 points. Et au bas du classement, on s'intéresse à la Auxerre qui a 13. Oui, on pourra dire la première division, on l'a retrouvée, mais c'est compliqué pour le club bourguignon. Il y a également Ajaccio 18e, Strasbourg de l'enfant de Stéphane. Julien Stéphane, l'enfant de l'autre, voilà, qui est en tout cas en difficulté avec le club strasbourgeois, actuel 19e, 11,8 points pour Angers, classé 20e. Au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Kylian Mbappé, 12 buts, 11 réalisations pour Neymar, et puis 10 pour l'international nigérian Mofi. Et la Ligue 1 sera de retour, oui, gardez ceci dans votre calepin, ce sera le 28 décembre 2022, tout ceci après la Coupe du Monde. On a terminé avec les majeurs, on va remonter le générique plateau foot et on revient ici pour continuer l'émission. Avant de parler de la liste des grands absents pour le mondial, on parle de cette sortie de Cristiano Ronaldo. Franck, il a été reçu dans une émission télévisée hier en Angleterre et il a vidé son sac, comme on pourra le dire. Il a dit, il a fait des déclarations assez peut-être justes ou pas, comme quoi Ten Hag ne le respecte pas. Lui aussi, il n'a aucun respect pour Eric Ten Hag, entre autres choses. Il n'a jamais trouvé, en tout cas du côté de United, une forme de révolution, puisque pour lui, l'équipe, le club n'a jamais changé, ni les infrastructures, ni la façon de diriger. Quel commentaire vous faites là-dessus ? Oui, sur ce qu'il dit par rapport au départ d'Alex Ferguson, il dit depuis son départ, rien n'a bougé, rien n'a changé. Je suis tenté de lui donner raison parce que les entraîneurs se sont succédés, ils n'ont rien apporté à cette équipe. Oui, à part Mourinho qui a essayé de gagner la Ligue Europa il y a 4 ans, si je me trompe. La Coupe de la Ligue comme multi-chine voilà, également. Donc, je pense que c'est un Titanic qu'on ne sait plus entretenir. Le club se cherche. Lorsqu'on prend les clubs en Angleterre, c'est Manchester qui est quand même le plus titré. Exactement. Avec 20 titres. Donc voilà, sur ce plan, il a raison maintenant pour le respect par rapport à son entraîneur. Oui, on sait que Eric Ten Hag n'est pas de la trempe de Pep Guardiola, de Jürgen Klopp, de Thomas Tuchel. Tous ces entraîneurs ont gagné la Ligue européenne des champions. Ben, c'est un jeune entraîneur qui se forge, mais il y a, on va dire, cette espèce d'incompréhension entre les deux hommes. Pour vous, il n'y a pas eu de tact de la part d'Ten Hag pour gérer le cas Cristiano ? Oui, il n'y a pas eu de tact parce qu'au départ, lui, au départ, il a dit qu'il avait besoin de Cristiano Ronaldo. Quand vous dites que vous avez besoin de quelqu'un... Il était là avant son arrivée. Voilà, vous avez besoin de lui, ça veut dire que vous lui faites confiance. Mais sur certains matchs, sur certains aspects, j'ai comme l'impression qu'il est en train de le garer. Il demande à Cristiano de s'échauffer, par exemple, et après, il fait rentrer Antonio Martial. D'accord. Donc, je pense que sur ce plan, Cristiano Ronaldo n'a jamais digéré cet état de fait. On a même vu, pour continuer, avant que vous nous continuiez, sa sortie de banc. À quelques minutes de la fin de match, il a rejoint le vestiaire avant même quitter même le stade avant ça, la fin sur de la ce partie. plan, j'ai pas été d'accord avec lui parce que quelle que soit la situation, c'est l'institution qui est à respecter. Il n'est pas au-dessus de Manchester United. On comprend aussi que c'est ce club qui l'a révélé. Absolument. Mais ce deuxième retour à Manchester ne se passe pas comme il le souhaite. Exactement. Et il a dit que les gens ne l'aiment pas depuis la saison dernière. Donc, je pense que le divorce est consommé.
c'est peut-être surtout sûr, quand il fait une sortie pareille. Voilà, quand il fait une sortie pareille, c'est sûr qu'il a trouvé peut-être un point d'atterrissage. Déjà. Après la Coupe du Monde, donc c'est très difficile, mais bon, c'est Cristiano Ronaldo, c'est un joueur, on va dire, hors pair, même si aujourd'hui il a 36-37 ans, il reste quand même une légende. Et surtout, un super compétiteur, mon cher Adela. Est-ce que quelque part, Cristiano n'a pas prêté le flanc et on a les conséquences aujourd'hui? Est-ce que Cristiano a prêté le flanc? Je crois que non. Les circonstances dans lesquelles... Avait-il toutes les garanties qu'en revenant à United, on va lui dérouler le tapis rouge? Qu'il va jouer tous les matchs, qu'il sera toujours titulaire à tous les matchs? Malheureusement... Et pourtant, il y a des jeunes joueurs talentueux également à United. Malheureusement, vous et moi, on n'a pas vu les termes du contrat qui a lié les deux parties. C'est ça aussi le mal. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit à l'époque avant qu'ils ne reviennent entre Griffo Bercail. Et depuis la saison passée, si aujourd'hui Cristiano Ronaldo dit qu'il y avait des gens qui n'ont pas vraiment aimé son retour, et ce qui veut dire qu'il a forcé un tout petit peu également son retour. Donc, quelque part, il est coupable de son retour à la maison. Donc, quelque part, il est coupable de son retour à la maison. Mais en même temps, je crois que ses performances la saison dernière pouvaient normalement laisser passer ce courant-là, parce que Cristiano Ronaldo la saison dernière, c'est quand même lui qui a porté cette équipe de Manchester United. Il a fini meilleur buteur de cette équipe-là, ce qui veut dire que c'est vrai que l'équipe n'était pas qualifiée pour la Ligue des Champions. L'équipe n'était pas qualifiée pour la Ligue des Champions. C'était beaucoup plus les erreurs défensives qui ont coûté cher à cette équipe-là. On sait très bien. Vous voulez parler de Maguire? En tout cas, je n'ai pas qui sera en Coupe du Monde. Il sera là, justement. Monde, malheureusement. Et en tout cas, pour moi, Cristiano Ronaldo reste ce qu'il est. Vous rejoignez Franck que c'est consommé? En janvier, il va partir? Naturellement. Il va partir, même si aujourd'hui, il n'y a pas encore une équipe ou une formation. Il n'y a pas encore d'officialisation. Il n'y a pas encore d'officialisation. Je suis sûr que Cristiano Ronaldo est quand même parti. C'est déjà bon. Il est déjà parti. Il a un célèbre agent, George Mendes. De Manchester United. Chelsea, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Todd Boehly a envie de le récupérer. On attend de voir s'il va débarquer du côté de Graham Potter et pourquoi pas porter le rouge au bleu. C'est ça. Il va quitter le rouge pour le bleu. Alors, messieurs, on va s'intéresser à la liste des grands absents. Je dis bien des grands absents. Je vais vous donner quelques noms ici pour voir si c'est bon pour vous ou pas. D'abord, on a le gardien Mike Maignan de l'équipe de France, blessé sur rapport au mondial. Au niveau de la défense, on a par exemple Ben Chilwell, Milan Skriniar, Fikayo Tomori, Rhys James. Vous avez au milieu de terrain, par exemple, des joueurs comme N'Golo Kanté, blessé, Marco Verratti, pas qualifié avec l'Italie, tout comme Federico Chiesa. Paul Pogba, lui, il est blessé. Et puis, on a également Mohamed Salah, pas qualifié avec l'Égypte. Et puis, en attaque, la grosse surprise, si ce n'est une Erling Braut Haaland, qui n'est pas qualifié avec la Norvège, qui ne sera pas au mondial. Qu'est-ce que ça vous dit déjà? Oui, lui... il manque quelqu'un pour vous? Bon, c'est bon? À part Toni Kroos. Bon, lui, il avait déjà dit qu'il ne sera pas sa retraite internationale. Par rapport à Erling Haaland, c'est dommage pour lui. Oui. Il est en forme avec Manchester City, mais malheureusement, son pays n'a pas eu, on va dire, le niveau pour aller à cette Coupe du Monde. Et ça le freine un tout petit peu. Peut-être il est jeune, c'est l'occasion pour lui de se montrer. C'est un coup dur quand même. C'est un coup dur. Avec toute cette forme qu'il a. Voilà, et c'est un coup dur. Malheureusement, ça ne dépend pas de lui. Oui, c'est son pays qui n'est pas qualifié. Lorsqu'on prend également Paul Pogba et N'Golo Kanté, c'est des blessures. Ce sont des pièces maîtresses importantes qui vont manquer à la France. C'est des joueurs irremplaçables, on va dire, par rapport à tout ce qu'ils donnent, par rapport à leur vécu, à leur expérience. Je vois mal quelqu'un dans ce milieu de terrain qu'on a appelé Guendouzi, Kamavinga, Tchouaméni. Vous ne les voyez pas au niveau d'N'Golo Kanté, Pogba? Non, quel que soit leur talent, ils ne sont pas au niveau des deux, de Angie et puis de Paul Pogba. Lorsque vous prenez par exemple l'Espagne, moi ce qui me tue un tout petit peu, c'est l'absence de De Gea, à qui Luis le gardien de United demandait de jouer le second rôle.
Il dit qu'il ne peut pas aller en Coupe du Monde et être remplaçant. Donc, il l'a pas pris. C'est dommage. Ramos, on le savait un tout petit peu parce que, les deux hommes, c'est pas aussi ça. On n'a pas pris. L'absence de Renato Sanchez au niveau Portugal. Du Portugal. Ça vous reste au travers de la gorge? Oui, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est Fernando Santos qui fait son choix. Et l'absence de Fikayo Tomori. Oui, le rock. Lui, il n'est pas blessé. Il n'est pas blessé, mais on ne l'a pas appelé du côté de l'Angleterre. C'est un peu dommage. Même chose pour Ben Chilwell. Ben Chilwell également blessé. Malheureusement, on a pris Mike Maguire. Maguire, j'allais dire. C'est un peu dommage, mais bon, c'est les choix des entraîneurs. On ne peut rien faire. Puis Anthony Lopez également. Oui, qui n'a pas été appelé le gardien pour le Portugal. Et Joao Moutinho, peut-être là, c'est un peu l'âge, mais bon, ils sont de la même génération avec Cristiano Ronaldo. C'est un joueur important et au niveau du Pays-Bas, il est trop juste. Wijnaldum, qui est trop juste, n'a pas été retenu. Donc voilà, et Roberto Firmino. Firmino, de l'autre côté du Brésil. Ben bon, on ne peut pas appeler tout le monde. Vous l'avez dit, ça c'est une conclusion assez sage. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu en tout cas sont élus pour la suite. Mon cher Dela, concernant cette liste des grands absents, vous voulez ajouter qui d'autre qui pour vous, en tout cas, aura du mal à ne pas être là-bas? Ça lui fera mal d'être à la maison devant sa télévision? C'est la surprise que Southgate nous a fait. Laquelle? En appelant Maguire. Mais c'est un Anglais, c'est un défenseur de Manchester United. En laissant beaucoup plus Fikayo Tomori, qui est titulaire du côté de Milan, c'est qui fait des prestations de haute gamme. Bon, peut-être qu'il ne répond pas à son plan de jeu. En tout cas, est-ce que Trent Alexander-Arnold ne répond pas forcément à son plan de jeu? On connaît très bien cette histoire-là aussi du côté de l'Angleterre. Oui. Et donc, on attendra de voir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés. Il y a d'autres également qui ne sont pas appelés. Le cas Salah, par exemple. Le cas Salah, c'est parce qu'il il ne s'est pas qualifié avec... Ça aussi, c'est un coup dur. C'est un coup dur pour le joueur. Et on l'a vu qu'il a traîné ça un tout petit peu en début de saison. Exactement. Et le spleen. Avant de revenir un tout petit peu après plusieurs journées. Oui. Et Roberto Firmino également, Philippe Coutinho qui n'ont pas été appelés. On attend de voir ce que la Seleção va faire avec Tite. Messieurs, je voudrais vous poser cette question avant d'aller retrouver les auditeurs. On a remarqué souvent que sur les 4 dernières éditions du Mondial, ce sont les sélections européennes qui ont soulevé le trophée. Vous voyez qui, à part la France cette année? Vous voyez encore la France, Franck? Ça va être difficile pour la France et je risque de dire que oui, ils sont visés par, on va dire, cette situation où les tenants du titre sont éliminés dès le premier tour. Mais je pense que la France a un groupe assez abordable. Il y a l'Australie et puis la Tunisie. Il n'y a que le Danemark qui a réussi à battre la France sur les 2 derniers matchs. Donc les Bleus peuvent s'en sortir, mais aller gagner encore. Moi, je ne les vois pas. Vous ne les voyez pas. Quelle sélection européenne mieux armée? C'est très compliqué. C'est très compliqué par rapport aux sélections européennes cette fois-ci. Mais bon, on peut parler, par exemple, de l'Allemagne, de l'Espagne. Ces deux peuvent faire quelque chose. Vous mettez une pièce sur ces 2 sélections? Oui, ça peut le faire. Mais au-delà, je pense que le Brésil est peut-être bien armé pour aller chercher une 6e étoile. Bon, là, si je devais corriger votre copie, je vais mettre entre parenthèses -2. Parce que là, vous avez cité le Brésil, qui n'est pas un pays européen. Ah oui, non, je vais au-delà des pays européens. Voilà. Ouais. On reste toujours dans le giron. On a l'impression que le football le mieux pratiqué, ça reste toujours l'Europe. Sur les dernières équipes, les dernières sélections qui ont remporté le mondial, on a la France, on a l'Allemagne, on a l'Espagne, on a l'Italie, entre guillemets, qui n'est pas là. Vous voyez quelle sélection européenne, pour vous, mieux nantie, mieux étoffée? Aujourd'hui, c'est compliqué pour pouvoir donner le nom d'une équipe européenne qui on voit favorite pour aller chercher la Coupe du Monde. Je peux vous aider? C'est vrai que... Quelques observateurs parlent du Danemark, de Christian Eriksen. Il y a le Danemark de Christian Eriksen qui a montré de très belles choses lors du dernier Euro. Avec Christian Eriksen, avec les joueurs comme Vadestgagard. Oui. Je crois que j'ai bien prononcé le nom. Bon, ça peut aller. Il
il y a l'ancien du Football Club Barcelone également. J'ai oublié un tout petit peu le nom. Oui. Et donc, c'est vrai que le Danemark aujourd'hui a en son sein des joueurs de qualité. Mais est-ce que cette équipe va faire le coup vous n'y croyez la pas Grèce, par à 100%. exemple? Je ne crois pas en 100%. À part le Danemark? À part le Danemark, je peux aussi citer le Portugal de Cristiano Ronaldo, parce que dans cet effectif, il y a aussi de très bons joueurs et puis de très bons défenseurs également. Une dernière sélection? L'Espagne. C'est vrai que ce n'est pas... C'est tendre, hein? C'est tendre, mais en tout cas... Vous ne citez pas la France? Je ne cite pas forcément la France parce que j'ai bien peur pour cette équipe de France. Ni l'Allemagne? Ni l'Allemagne, oui. Avec Hansi Flick. Je vous vois hocher la tête comme ça. Qui revient bien. Ouais, ça vous dit quelque chose. Surtout avec Jamal Musiala. Qui sera suivi. Alors, on va également écouter nos auditeurs. Eux aussi, ils ont sûrement leur avis sur la sélection européenne la mieux nantie pour décrocher le mondial Qatari. C'est à partir du 20 novembre. On va écouter les auditeurs. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Allô, auditeur en ligne. Bonjour. Allô, vous êtes en direct, hein? Bonjour. Un petit souci pour retrouver le premier auditeur qui nous rejoint dans l'émission. Oui, on rappelle, on pose la question de savoir quelle nation européenne est mieux nantie pour remporter le mondial. Bonjour. Allô? Oui, vous êtes en direct. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Aïe. Il va nous revenir. Et prenez les bonnes dispositions pour nous rappeler. Nous sommes là pour vous. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour, c'est JB. Oui, JB, comment ça va? Oui, tout va bien. Alors, JB, vous voyez quelle nation européenne remporter le mondial? Cette année, la Coupe ira en Amérique. En Amérique? Oui. En Amérique, c'est vague, hein? C'est vague. C'est seulement mon équipe au Brésil. Ah, ça, c'est bon. On a compris. Nous, on veut parler d'une équipe européenne. Vous avez parlé du Brésil. On a compris. Merci beaucoup, JB. On vous souhaite une belle journée du côté de Tcheko. À très bientôt. Un autre auditeur est là. Bonjour. Allô, bonjour. Un petit souci pour récupérer l'auditeur. Bonjour, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, mais donnez du volume à votre voix, s'il vous plaît. Bonjour la famille. Oui, bonjour. Ça fait bail. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Quelle nation européenne pour vous pourrait remporter le mondial? C'est compliqué. C'est compliqué, d'accord. Mais vous avez appelé quand même. En Europe, c'est vraiment compliqué. Oui, vous ne voyez aucune sélection. On sera au-dessus de la télévision pour voir ce qui va se passer. Vous n'avez aucune sélection en tête, par exemple? Non, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, seulement Ronaldo à tête. Voilà, ce qui est bon. Ça n'a pas été compliqué de vous avoir au téléphone. Merci beaucoup, à bientôt. Autre auditeur est là. Bonjour. Bonjour. Oui, le petit nom? C'est M. Power depuis Benin. Oui, comment vous allez? Je vais bien. D'accord, dites-nous, quelle nation européenne va remporter le mondial? Pour moi, j'ai deux nations. Oui, allez-y. Le Portugal. Portugal, oui. Et je suis derrière la France aussi. La France de Kylian Mbappé. Ouais. Merci, monsieur Bawa. À très bientôt. À bientôt, oui. Merci beaucoup. Un autre auditeur est là. Bonjour. Rachid, j'appelle de Zangara. Oui, le petit nom? Moi, je vois votre petit nom d'abord. Pour rapporter. Votre petit nom? Merci. Aïe. Apparemment, il ne veut pas se présenter. Il dit la Belgique ou l'Allemagne. C'est également, oui, la Belgique avec Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Torgan Hazard, Axel Witsel, pourquoi pas. Bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, vous êtes en direct, hein? Bonjour. Allô? Allô? Oui, allez-y. Allô? On a du mal. Il a du mal à avoir le retour. Positionnez-vous bien et puis vous pouvez encore nous revenir. On a encore peut-être quelques petites minutes à vous consacrer. Bonjour, auditeur. Bonjour, Angelo. Oui, nous allons bien et vous? Je vais très bien. Merci. Le petit nom, s'il vous plaît? Enfin, sérieux. Oui, Julien. Alors, vous voyez quelle nation européenne? Européenne, pourquoi centraliser la chose sur l'Europe? Monsieur Julien, nous sommes dans Plateau Foot Europe. Nous parlons du foot européen. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Merci. La France, non, puisque les 4 ou les 5 dernières Coupes du Monde, les pays qui détenteurs de la chose n'arrivent pas à franchir le cap de groupe. Vous voyez qui?
Donc, moi, je vais miser sur le Danemark. Le Danemark, pourquoi pas. Oui, oui. Merci beaucoup, Julien. On rappelle que la Coupe du Monde, c'est 7 matchs, hein, mais il faut arriver à négocier ces 7 matchs et vous avez le trophée. La France en sait quelque chose. Auditeur en ligne, bonjour. Comment tu vas, Polycoin? Nous allons bien et vous? Je ne me plains pas, je me suis debout sur mes deux pieds. C'est très très bien. Alors, nous vous écoutons. Comme le dit Franck Mounyama, on remercie le très haut. Oui, allez-y rapidement. Vous voulez poser quelle nation sur le trophée? Moi, il y a deux nations. Oui, allez-y. Le Portugal et le Brésil. Le Portugal et le Brésil. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, Cogito. Un autre auditeur est derrière. Nous allons le recevoir. Bonjour, auditeur. Bonjour. Oui, le petit nom? Michel. Michel, c'est la première fois? Oui, c'est la première fois. Merci beaucoup, félicitations. Oui. Oui, nous vous écoutons sur le sujet. Oui, le pays qui va apporter la Coupe du Monde là, Oui. c'est le Sénégal. Bon, d'accord. Ça, c'est le miracle pour le monde. D'accord, on a compris. C'est bien noté. Nous, nous parlons que de quelle nation européenne, mais vous avez choisi le Sénégal. On a compris. Oui, merci beaucoup, Monsieur Michel, de nous avoir appelé pour la toute première fois. Ça a été un plaisir de vous écouter et nous allons mettre fin. C'est le dernier numéro, en tout cas. On se retrouve après la Coupe du Monde au niveau du Qatar et on reviendra ici pour parler du foot européen. On est là pour la Coupe du Monde. Oui, on est là. Merci pour la précision, Franck. Mon cher Delanov, vous avez salué quelques personnes à vous? Oui, je vais saluer Elom Nayo. Bonjour à toi au passage. Bonjour à Souanou Kodjo Marcelin, Jean Amédée, Roland Aziamblé et puis je n'oublie pas Ignace Ompati et puis Vincent Noussoulé qui nous a fait faux bon entre-temps. Bonjour à tout ce beau monde-là. D'accord. Franck Mounyama. Oui, bonjour à Esther Kamatari, bonjour à tout le monde, tous ceux qui perdent un peu de leur temps pour nous suivre. Excellent début de semaine. Merci, messieurs. En tout cas, ça a été un plaisir. On va s'offrir une pause forcée. On va se retrouver sûrement après la Coupe du Monde. Histoire de se ressourcer. Et tout ce que je peux dire, c'est encore vous remercier parce que nous sommes des privilégiés au jour le jour. Et un jour viendra, on quittera ce beau monde. Après, justement, ce qui va se passer, on ne sera rien du tout. Merci beaucoup à Pélagie. Merci également à Elom Adovon. On se donne rendez-vous très, très bientôt. Ce sera sûrement après la Coupe du Monde sur Sport FM. Mais le mondial va se vivre sur nos antennes. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.